Bonjour à tous, c'est l'heure de l'info sur votre chaîne, l'heure de prendre connaissance des titres qui font l'actualité monégasque. Je vous propose donc tout naturellement de découvrir le sommaire de cette édition. La conférence des Nations Unies Rio+20 sur le développement durable a débuté au Brésil. Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, y participe. Zoom aujourd'hui sur les travaux et les tables rondes qui sont organisées. En principauté, l'environnement était à l'honneur également avec le 4e challenge FANB organisé en présence de son Altesse Sérénissime la princesse Charlène de Monaco. La princesse qui assistait la veille à la remise des diplômes de l'International School of Monaco. Jean-Christophe Dimino a rencontré les bénévoles de la MAD Monaco, les Smileys, qui apportent un soutien ludique aux enfants hospitalisés aux urgences pédiatriques du CHPG. Et puis direction Paris, enfin, où l'Institut océanographique organise un cycle de conférences sur les richesses et les fragilités des abysses. Voilà pour les titres, je vous le disais, la conférence des Nations Unies Rio+20 vient de s'ouvrir. 20 ans après le sommet de la Terre en 1992, les 193 États membres de l'ONU se réunissent donc avec pour objectif de renouveler leur engagement politique en faveur du développement durable. Le Prince Albert II est sur place depuis le début de la semaine et nous vous le disions au cours de nos précédentes éditions, des négociateurs monégasques ont participé à des travaux préparatoires avant le début des ultimes négociations qui devraient aboutir sur une déclaration. Je vous propose d'écouter Isabelle Costa, adjoint au directeur des affaires internationales. On a ce projet de déclaration, donc on en connaît quand même l'économie générale. Et puis, il y a encore pas mal de sujets qui font encore débat. Et donc, on espère que les négociations sont le plus abouties possible. Mais certainement, il y aura encore des débats dans le cadre de la conférence. C'est pour ça qu'il y a 4 tables rondes qui vont se tenir, dont le prince souverain devrait être coprésident d'ailleurs de l'une d'entre elles. Et donc ces travaux au niveau politique le plus élevé, ces travaux vont permettre de finaliser le texte de la déclaration et on espère donner une feuille de route pour les au moins 10 prochaines années sur la gouvernance mondiale en matière de développement durable. On va aussi, Monaco, tenir un événement parallèle en partenariat avec la Banque mondiale. Donc là, c'est vraiment un succès de la diplomatie monégasque que je pense que vraiment on peut saluer. Suite à la contribution de Monaco, en fait, la Banque mondiale est venue nous approcher pour nous dire on est en train de lancer un partenariat mondial pour les océans et on voudrait que Monaco soit partenaire de savoir sur ce partenariat. Donc profiter de l'image positive de Monaco et son engagement en matière de gestion durable des océans pour accompagner la Banque mondiale dans ses projets, dans ses financements de projets sur les mers et les océans. Et sachez qu'en début de semaine prochaine, vous entendrez José Badia, le conseiller de gouvernement en relations extérieures. José Badia qui reviendra pour vous sur les conclusions de ce sommet. Retour en principauté avec un autre sujet d'actualité, un dossier, le dossier des retraites. Un projet de loi est sur le bureau du Conseil national. Objectif, revoir le mode de calcul des retraites. Alors vous le savez certainement, une journée d'action est organisée ce jeudi. Jean-Christophe Dimino a rencontré à cette occasion Roger Benatti, le président d'honneur de l'Union des retraités. L'Union qui rassemble aujourd'hui 500 adhérents. On l'écoute. Notre système de retraite ne nécessite pas de réforme. Il arrivera au bout de 2050 avec des excédents de recettes. Voilà notre position affirmée et prouvable. C'est l'exception européenne et mondiale. Monaco a une population cotisable qui augmente de 2,5 par an. C'est le ministre d'État qui l'a reconnu dernièrement. Avec 2,5% d'augmentation tous les ans du nombre de salariés, l'assurance est faite pour l'avenir de la CAR et de notre système de retraite. L'Europe n'a pas trop de retraités et n'a pas assez de cotisants. Voilà le drame de l'Europe. Mais ce n'est pas le cas de Monaco. Sauf, bien sûr, sauf effondrement de l'économie monégasque. Si, bien sûr, demain, au lieu de 2,5% d'augmentation, on ne trouverait plus que 1 ou 0%, même leur système de rattrapage serait complètement nul.
On ouvre à présent un volet lié au monde scolaire. Dans un instant, vous saurez tout sur la remise des prix de l'International School of Monaco en présence de son Altesse Sérénissime la princesse Charlène. Mais auparavant, retour sur le 4e challenge FANB qui était organisé ce mercredi en présence également de la princesse. Un challenge au cours duquel le sport, la santé et l'environnement étaient à l'honneur. Frédéric Elion. C'est parti. Les jardins de Fontvieille, transformés en cours de récréation géante, fini les trousses et crayons, place aux shorts et aux casquettes. Au total, près de 450 élèves des classes de 6e, 5e et 4e ont pris part à une course d'orientation placée sous le signe de l'olympisme. C'est particulièrement important parce que c'est un événement un peu unique dans l'organisation, même dans les autres pays. Et je pense que l'année dernière, le rapport que nous en avions fait a été particulièrement apprécié par le Comité olympique international. Et bien sûr, c'est un grand encouragement pour tout le monde de poursuivre cette journée qui est exceptionnelle. Le sport doit véhiculer une éducation, le respect de valeurs qui permettent de vivre ensemble en s'acceptant les uns les autres avec nos différences. Voilà, je crois que ça c'est déjà très important et dans notre société aujourd'hui, il faut bien que tout ça perdure. Allez, go, go, go. Les élèves du collège François d'Assise portaient des t-shirts aux couleurs des anneaux olympiques. Ils avaient 1h45 pour résoudre des énigmes et répondre à 10 questions spécifiques concernant notamment Monaco et le comité olympique. La famille qui m'a dit était Welf. On devait faire un tour du chapiteau pour aller prendre des énigmes et remplir la feuille le plus vite possible de toutes les énigmes. Et on avait un certain temps pour trouver les balises et si on ne trouvait pas au bout d'un certain temps, on devait rentrer et la chercher à la fin. On avait des balises accrochées à des statues la plupart du temps, dans tout le jardin. Les limites, on n'avait pas le droit d'aller sur la route et il y avait 10 balises à trouver. On avait une boussole en fait, c'est grâce à cette boussole qu'on a le droit de remplir la feuille et de trouver nos énigmes. On est super contents. La matinée s'est terminée par la remise des récompenses en présence de la princesse Charlène. De jeunes sportifs monégasques ont été honorés, ainsi que les 3 classes qui ont remporté ce 4e challenge FANB Monaco Sport, Santé, Environnement. Et avant de récompenser les lauréats de ce challenge, son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène, s'est rendue à l'hôtel de Paris où 28 jeunes ont reçu l'équivalent du baccalauréat français, 28 jeunes de l'école internationale de Monaco. Et vous le découvrez sur ces images, la princesse a remis personnellement chaque diplôme aux membres de la promotion 2012. Voici les témoignages de 2 jeunes diplômés et celui de la directrice de l'établissement. Je trouve que c'est une école formidable. On peut passer le baccalauréat international, on peut apprendre plusieurs langues et dans un environnement super. Moi, je vais retenir les bons moments qu'on a passés tous ensemble. On était une petite classe, donc on se connaît tous très bien. On va rester tous amis, je crois. Enfin, j'espère. Quel est selon vous l'avenir de ces jeunes ? Tout dépendra d'eux. Voilà. Mais la plupart, par exemple, iront aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Et donc feront des études de business ou d'art. Personnellement, je suis confiante. Alors eux n'ont pas encore à se soucier d'examens scolaires. Les jeunes enfants hospitalisés aux urgences pédiatriques du centre hospitalier Princesse Grace sont distraits par un groupe de bénévoles encadrés, les Smileys. En mars dernier, l'AMAN Monaco avait signé une convention de partenariat avec le CHPG afin que ce groupe puisse distraire ses enfants et leur apporter un soutien au quotidien d'une manière ludique. Une vingtaine de bénévoles qui se relaient pour dédramatiser en fait leur hospitalisation. Jean-Christophe Dimino. Ils sont une vingtaine de bénévoles et se relaient chaque jour de la semaine au service pédiatrique du CHPG. Ce groupe, baptisé les Smileys, distille leur sourire et leurs gentilles caresses en direction des enfants malades. Malheureusement, comme tous les parents, j'ai eu l'expérience de venir déjà en centre pédiatrique pour mes propres enfants. Et c'est vrai que quand on arrive là, c'est l'inconnu, c'est le stress, c'est les pleurs des enfants. Et à ce moment-là, on a vraiment besoin d'une personne détachée du corps médical et des parents, et qui puisse un petit peu mettre un petit peu de gaieté là au milieu, donc amuser les enfants avec
pas grand-chose, quelques ballons, un petit dessin et tout, mais bon, il oublie vite ce qu'il a. Et les parents, voyant l'effet positif sur leur enfant, eux-mêmes arrivent à se décontracter. Ces bénévoles de tous âges qui donnent de leur temps libre, c'est l'AMAD Monaco qui les a recrutés. Une opération qui est en place depuis l'automne dernier pour une durée indéterminée. Nous souhaitons travailler dans la durée. Lorsque nous travaillons à l'étranger, nous faisons des structures pérennes. Lorsque nous faisons des actions sur Monaco, ce sont des actions pérennes. Avec Pierre Frollin, ça fait 7-8 ans qu'on travaille ensemble. Avec le CHPG, ça fait 5-6 ans. Et vraiment, notre volonté, c'est de durer, d'être présent et que les enfants soient de plus en plus soutenus, aidés, aimés. Distraire les enfants donc, et parfois même soulager les parents, les smileys, complètent ainsi le dispositif purement médical. Leur rôle est avant tout d'essayer de distraire les enfants quand ils attendent la consultation et s'ils attendent que l'on fasse des examens ou s'ils attendent les résultats d'examen, eh bien, ils prennent aussi le relais avec les parents et cela permet aux enfants d'être occupés, d'oublier un petit peu le pourquoi ils sont là et c'est extrêmement important pour leur morale. Quand il y a un nombre important d'enfants, eh bien, ça aide beaucoup le personnel hospitalier à prendre en charge ces enfants et s'il n'y a pas d'enfants, eh bien, l'association monte dans le service de pédiatrie et prend le relais des parents qui peuvent pendant ce temps-là aller prendre un repas, passer un coup de fil et aller prendre l'air un petit peu parce qu'être hospitalisé pendant 24 heures dans une chambre d'hôpital avec son enfant, c'est quelquefois un peu pesant. 3 ans après l'ouverture de ce service des urgences, le service d'hospitalisation pédiatrique, lui, est en cours de rénovation. À terme, 10 nouvelles chambres de 2 lits chacune seront livrées au CHPG en septembre prochain. On referme ce volet lié à l'enfance, direction Paris pour clore ce journal, où le deuxième mercredi de chaque mois, c'est une tradition à présent. L'Institut océanographique de Paris donne la parole aux grands acteurs des océans. L'édition 2012 propose un voyage dans un monde inconnu, les abysses. Thème de la conférence organisée le 13 juin dernier, les nouvelles frontières de l'offshore. Un reportage signé Christine Datomel, Lionel Bernardi et Serge Prémont. Mélange de technologies, de gestion de projets, d'innovation et de passion, l'exploration et la production de pétrole et de gaz en mer répond au défi énergétique mondial. Impliqué dans tous les projets de production et de transformation des hydrocarbures pour les grands pétroliers du monde, le leader mondial, Technip, permet aux grandes compagnies pétrolières et gazières de produire par 3000 mètres de profondeur en développant des champs d'installation sous-marines. Nous mobilisons des technologies, des bateaux, mais surtout beaucoup d'équipes de recherche et de gestion de projet pour justement aller permettre d'aller jusqu'à 3000 mètres de profondeur d'eau, d'aller chercher le pétrole qui va ensuite lui-même provenir de couches qui sont parfois plusieurs milliers de mètres de profondeur dans le sol, dans les sédiments. Et donc nous devons remonter ce pétrole d'une manière absolument sécurisée depuis la tête de puits jusqu'aux plateformes et ensuite jusqu'aux bateaux qui vont aller l'exporter. Même si l'exploitation responsable du pétrole dans le développement marin et sous-marin fait l'objet de toutes les attentions depuis les années 40, le risque zéro n'existe pas. Il y a 2 ans, l'accident du golfe du Mexique en est la preuve. Catastrophe humaine et écologique, ce type de Deepwater Horizon doit absolument être évité dans l'avenir. Certaines zones de production sont ainsi sécurisées. Il faut être capable de réagir extrêmement rapidement en cas d'une éruption telle que celle qui a eu lieu. Et donc, en fait, Technip a été partie prenante dans le développement des systèmes qui sont développés maintenant pour pouvoir intervenir très rapidement et venir sur ces puits qui seraient en éruption, on espère que ça n'arrivera jamais, mais qui seraient en éruption pour très rapidement limiter la fuite et évacuer le pétrole vers un bateau qui serait un bateau récupérateur du pétrole. Et donc nous avons été moteurs sur ce projet qui est en train de se dérouler maintenant. À travers ces projets, Technip s'engage aussi à minimiser l'impact de la production offshore sur l'environnement. L'impact est à plusieurs niveaux. Tout d'abord, il faut nous assurer que pendant la phase d'exploration, pendant la phase de forage, pendant la phase de construction des infrastructures, on le fasse d'une manière où la sécurité soit mise en avant tout. C'est-à-dire que la sécurité des hommes, la sécurité des matériels et puis la sécurité de l'environnement. Beaucoup des procédures sont bien connues, bien établies, extrêmement précises.
Le risque principal, c'est lorsque quelqu'un ignore ces procédures, ou plutôt lorsque plusieurs personnes dans une chaîne de commande ignorent la procédure. Et donc dans ce cas-là, on peut créer un accident. Donc l'accent est mis aussi bien sur les aspects techniques et opérationnels que sur les aspects comportementaux des équipes. Technip s'occupe aussi de créer de véritables usines flottantes en pleine mer dont la taille dépasse parfois l'entendement. Pour exemple, l'usine de liquéfaction de gaz qui verra le jour en 2017 au large de l'Australie. Près de 500 mètres de long par 80 mètres de large, elle aura la dimension de 5 porte-avions. Il s'agit de la plus grande unité flottante jamais réalisée par l'homme, une première mondiale. Suite et fin de cette édition avec votre rendez-vous quotidien, la météo, et voici les premières tendances pour les premiers jours de l'été 2012. Jeudi, beau temps, nuages plus discrets que le jour précédent, température supérieure au normal comprise entre 23 et 26 degrés. Vendredi, temps largement ensoleillé, des températures stationnaires. Pour samedi, prolongement de la période de soleil et de chaleur précoce, comptez jusqu'à 27 degrés dans l'après-midi. Et puis dimanche, pas de changement notable, toujours du soleil et quelques nuages. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Restez sur Monaco Info. Dans un court instant, vous avez rendez-vous avec votre émission parlementaire présentée par François Chantré avec le président du Conseil national, Jean-François Robillon. Émission réalisée dans le cadre de la session ordinaire de l'année 2012, session qui débutera ce jeudi à 18 h. Sachez que vous pourrez la suivre en direct sur Monaco Info. À très bientôt.